Bonjour. Nous progressons dans l'étude des lignes d'eau en écoulement non uniforme. Nous avons présenté la notion d'énergie spécifique et celle de régime critique, et nous avons aussi esquissé les différents types de lignes d'eau qui pouvaient se présenter en fonction de la variation de l'énergie spécifique. Nous allons maintenant rappeler le résultat que nous avions obtenu. En faible pente de fond, nous voyons que entre HC et HU, la profondeur diminue, alors qu'en dehors de cet intervalle, la profondeur augmente, et nous avions finalement le même résultat pour les fortes pentes de fond, H qui diminue dans l'intervalle médian et qui augmente en dehors de cet intervalle. Nous allons maintenant essayer de préciser les choses en définissant l'équation qui va nous permettre de calculer les lignes d'eau et de préciser également la forme des différents types d'axes hydrauliques. Pour cela, nous partons de l'équation de Bernoulli. Donc nous avons Z plus alpha V carré sur 2G de la section 1 à gauche, qui est égal à Z plus alpha V carré sur 2G de la section 2 à droite, plus la perte de charge entre les deux sections qui vaut SF ds. Nous allons essayer de représenter cette équation de Bernoulli sous une forme différentielle. C'est-à-dire, au lieu d'écrire H1 à gauche et H2 à droite, on va écrire H à gauche et H plus DH à droite. Et évidemment, les autres termes, eux aussi, seront écrits sous forme différentielle. Par exemple, D alpha V carré sur 2G. Ça veut dire que nous pourrions écrire l'équation elle-même sous une forme différentielle en disant que dz plus D alpha V carré sur 2G plus la perte de charge SFDS, la somme des trois, est égale à 0. Ces différentes augmentations ou diminutions se compensent. Et nous allons essayer de représenter chacun des termes de cette équation en fonction de dH et de ds, de telle manière à faire apparaître une équation en dH sur ds qui nous permettra, par intégration, de retrouver la ligne d'eau. Commençons par le premier terme, dz. dz, en fait, c'est la différence entre Z2 à droite, en rouge, et Z1 à gauche, en vert. Si on remplace Z2 par sa valeur, c'est Z0 plus H plus DH cosinus phi. Si on remplace Z1 par sa valeur, c'est Z0 plus S0 ds plus H cosinus phi. On voit que dans cette différence, on peut simplifier Z0 et on peut également simplifier les termes en H. Et il nous reste dH racine de 1 moins S0 carré moins S0 ds. Et là, nous avons rempli notre contrat concernant dz. Nous avons bien exprimé dz en fonction de dH et de ds. Faisons le même exercice pour d alpha v carré sur 2g. On écrit cette différentielle, on remplace v par q sur a, on fait la dérivée et il nous reste le terme différentiel dA, l'incrément d'air mouillé. dA lui-même peut être représenté à partir de dérivées partielles. On va remplacer dA par dérivée partielle de a par rapport à h fois dH, plus dérivée partielle de a par rapport à s fois ds. En fait, on va faire l'hypothèse que dAds est égal à 0, puisque nous supposons que le canal est un canal prismatique dans cette première approche, et donc l'air mouillé ne varie pas d'une section à l'autre. On supprime donc dAds, et l'équation se réduit à la seule dérivée partielle en h.
dérivée partielle que nous avions déjà définie comme étant égale à la largeur de la surface libre, et nous obtenons finalement le terme qui se trouve à droite du signe égal. On a également rempli le contrat, on devait trouver une fonction de dH et de ds. Ici, on a trouvé une fonction uniquement de dH, mais c'est ce que nous voulions. Si on regarde maintenant l'équation, on a donc exprimé dz en fonction de dH et ds, on a exprimé d∝v carré sur 2g en fonction de dH, et le terme sfds lui-même dépend directement de ds. Il nous suffit maintenant de grouper ces termes. On a donc des facteurs de dH, des facteurs de ds, et on peut réécrire l'équation sous la forme dH sur ds, en mettant les facteurs de ds en rouge comme numérateur du second membre, et les facteurs de dH en vert comme dénominateur du second membre. Et nous avons donc une équation différentielle en dH/ds que nous pourrons intégrer. Alors, cette équation dH/ds, si on la regarde bien, et si on remplace SF par exemple par sa valeur, Q carré N carré sur A carré R 4 tiers, nous voyons que nous avons un numérateur et un dénominateur, et tant le numérateur que le dénominateur dépendent de la profondeur. Numérateur, il y a A et R qui dépendent de H, et au dénominateur, il y a A et L qui dépendent de H. Et donc nous avons une fonction dH sur ds est égale à n sur d, n et d dépendant de H. Ce que nous allons faire, c'est analyser cette fonction et voir quelles sont les solutions possibles. Nous en déduirons une classification des lignes d'eau, et enfin, ça va nous permettre de faire le calcul de ces lignes d'eau. Première étape, nous allons classifier les lignes d'eau en analysant l'équation dH sur ds. On remarque d'abord deux propriétés intéressantes. C'est que si on se rappelle l'équation de l'écoulement uniforme qui est entourée en vert, on voit que cette équation, on la retrouve comme numérateur de l'expression dH sur ds. En d'autres termes, pour h est égal à hu, le numérateur de dH sur ds est égal à 0. Ce n'est qu'à moitié une surprise, puisqu'évidemment, dans l'écoulement uniforme, dH sur ds est égal à 0. Si on regarde le dénominateur, cette fois-ci, c'est l'équation de la profondeur critique que l'on retrouve. Ça veut dire que si h est égal à hc, le dénominateur est égal à 0. Et donc, on voit directement le rôle que vont jouer la profondeur uniforme et la profondeur critique pour analyser les solutions de l'équation dH sur ds. Dessinons un tableau dans lequel on va représenter le numérateur et le dénominateur, et puis dH sur ds et dE sur ds, en fonction de la valeur de h. Nous savons que si h est égal à hu, n est égal à 0, et si h est égal à hc, d est égal à 0. Si on continue à investiguer le numérateur, on voit que les valeurs pour h plus grand que hu, les valeurs de n seront positives et négatives pour h plus petit que hu. Et pour le dénominateur, les valeurs seront positives pour h plus grand que hc et négatives pour h plus petit que hc. Pour trouver dH sur ds qui est égal à n sur d, on va appliquer la règle des signes, et on va donc trouver plus par plus qui donne plus, 0 par plus qui donne 0, moins par plus qui donne moins. Pour hc, comme on va trouver moins divisé par 0, on va trouver l'infini, moins l'infini un tout petit peu au-dessus de hc, plus l'infini un petit peu en dessous de hc, et bien entendu en dessous de hc, on va trouver que dH sur ds est positif. Entre parenthèses, on retrouve le résultat que nous avions déjà pressenti en analysant la variation de H sur les diagrammes d'énergie spécifique. Quant à dE sur ds, nous l'avions déjà analysé auparavant,
nous savons qu'au-dessus de HU, dE sur ds est positif, et en dessous de HU, dE sur ds est négatif. Et maintenant, nous allons essayer de traduire ce résultat, le résultat de ce tableau, pour comprendre la forme des lignes d'eau, la forme des axes hydrauliques. Nous allons d'abord regarder la première ligne du tableau, donc H plus grand que HU, avec dH sur ds positif et dE sur ds positif aussi. Comme nous partons de HU et que pour HU, on n'a que dH sur ds est égal à 0, nous allons en fait trouver un axe hydraulique qui démarre asymptotiquement de la profondeur uniforme et puis s'en écarte avec une augmentation de la profondeur. Si maintenant on regarde la deuxième ligne, H est égal à HU, là nous savons que H ne varie pas, dH sur ds égale à 0, dE sur ds égale à 0, ça veut dire que nous avons là le gros point vert qui veut dire que tout est fixé et ne bouge pas. En d'autres termes, nous avons un axe MU qui est tout simplement l'axe de la profondeur uniforme. Troisième ligne, H plus petit que HU mais plus grand que HC. On voit que aussi bien E que H vont diminuer. Nous démarrons à HU de nouveau de manière asymptotique puisque pour H égale à HU, nous avons dH sur ds qui est égal à 0. Et nous arrivons à HC pratiquement avec un angle normal à HC, puisque dH sur ds est égal à l'infini. Il est clair que cette partie-là de l'axe hydraulique, près de HC, est un peu fictive, puisque là nous quittons les hypothèses de départ, qui étaient le parallélisme de l'écoulement, et donc c'est un axe un petit peu théorique quand on se rapproche de HC. Alors cet axe-là, cet axe M2, c'est par exemple l'axe que nous allons trouver pour un écoulement qui, à l'amont d'un déversoir, qui s'approche du déversoir. Enfin, si on regarde la dernière ligne, avec H plus petit que HC, à ce moment-là, nous avons E qui diminue, mais H qui augmente. Et donc si H augmente, comme en plus il doit terminer sa course près de HC en étant pratiquement perpendiculaire à la pente de fond, nous avons un axe de type M3 qui est dessiné ici. Cet axe M3, c'est par exemple celui qu'on va retrouver au pied d'une vanne de fond, à l'aval d'une vanne de fond. On peut pousser l'analyse un petit peu plus loin pour regarder pour les pentes faibles, pour nous rappeler que on avait une dépendance au-dessus de HC, une dépendance de l'axe hydraulique à l'aval, et en dessous de HC, une dépendance de l'axe hydraulique à l'amont. Ça veut dire qu'en pratique, les axes qui se trouvent au-dessus de la profondeur critique, donc M1, MU, M2, sont des axes d'aval qui sont contrôlés par un niveau d'eau à l'aval. Alors que l'axe M3, qui est en dessous de HC, est un axe qui va se calculer à partir de l'amont. C'est un axe hydraulique d'amont. On peut retrouver cela dans le cas du déversement. L'axe M2 est un axe qui, de fait, va se calculer à partir du déversoir, donc à partir de l'aval. Alors que pour la ligne d'eau qui démarre au pied de la vanne, l'axe M3 va démarrer au pied de la vanne, donc c'est un axe qui va se calculer à partir de l'amont. On peut faire exactement le même raisonnement pour les fortes pentes de fond. À ce moment-là, simplement la position relative de HU de HC change, et du coup, on a évidemment un certain nombre de différences qui vont se traduire par des axes hydrauliques que voici, S1, S2, SU, S3.
Cette fois-ci, nous avons HC qui est au-dessus de HU, et donc ce sont des axes qui vont démarrer de HC perpendiculairement à la pente de fond, et ce sont des axes S2 et S3 qui vont se rapprocher progressivement de la profondeur uniforme de manière asymptotique, l'axe SU étant lui directement l'axe de l'écoulement uniforme. De nouveau, nous avons des conditions qui sont des conditions d'aval ou d'amont, axe d'aval S1 qui est au-dessus de HC, et trois axes d'amont, S2, SU, S3, qui sont en dessous de HC. Donc nous avons maintenant beaucoup d'informations. Nous savons quelle est la forme des axes hydrauliques auxquels nous pouvons nous attendre. Et maintenant, il nous reste à calculer ces lignes d'eau, et ce sera l'objet des prochaines leçons. À bientôt.